Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat consacré à la Convention citoyenne pour le climat et le bilan qu'on peut en faire quelques mois après sa fin. Comme vous le savez, la Convention citoyenne pour le climat, c'est une instance qui a réuni 150 citoyens résidant en France, qui pouvaient être de nationalité française ou non, puisque ce n'était pas un critère, la nationalité, qui ont été tirés au sort et qui sont représentatifs de la société française. C'est une instance qui a été mise en place par le président de la République suite au grand débat national organisé en 2019 dans le contexte de la crise des Gilets jaunes. Et sa mission était de faire des propositions pour permettre de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale. C'est texto ce qu'a demandé le président de la République. Donc l'organisation de la convention et le déroulé des débats a été confié à un comité de gouvernance qui réunissait des experts du climat, de la démocratie participative, mais aussi des experts des champs économiques et sociaux, qui était coprésidé par Laurence Toubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat, et également par Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova, qui vient de nous rejoindre à l'écran. Alors, la Convention citoyenne pour le climat a démarré ses travaux en octobre 2019. Il les a terminés en juin 2020 dans un contexte assez compliqué, puisque évidemment marqué par la crise du Covid, ce qui a obligé la Convention à se réunir de manière virtuelle pendant les derniers mois de l'existence de cette Convention, et ce qui n'a pas facilité, je l'imagine, le rendu des conclusions. Toujours est-il qu'en juin 2020, on est ressorti 149 propositions qui ont été présentées au président de la République, propositions qui portaient sur différents champs: la consommation, les transports, le logement, l'alimentation, la production, la gouvernance, et des propositions de modification de la Constitution. Le président de la République avait pris l'engagement de transmettre les propositions faites par la Convention sans filtre, là encore c'est une citation, soit au vote du Parlement, soit à un référendum, soit à une application réglementaire directe en fonction des décisions que ça concernait. Alors, 5 mois plus tard, la mise en œuvre des propositions de cette convention a pris du retard dans un contexte de crise du Covid qui évidemment ne facilite pas la tâche de l'exécutif, mais un projet de loi qui reprend certaines des propositions serait en préparation et devrait être présenté dans les prochaines semaines. Toujours est-il qu'il nous paraissait important de faire un premier bilan de cette expérience inédite de démocratie participative qui aborde un sujet absolument essentiel pour l'avenir de chacun d'entre nous, celui du climat, et la crise du Covid, qui est en partie liée au dérèglement climatique, vient précisément nous rappeler l'urgence d'agir dans ce domaine. Alors, on va commencer ce bilan en donnant la parole à Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 1 et qui a était membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, en tant lui qu'expert de la démocratie participative. Loïc, pouvez-vous nous expliquer comment s'est organisée cette convention et en quoi elle a peut-être marqué un tournant dans l'histoire de notre démocratie? Merci Camille. Je crois que je n'ai que 5 minutes, donc je vais être très schématique, hein. Comme tu l'as dit, les travaux des citoyens ont démarré en octobre 2019, mais le travail du comité de gouvernance a commencé dès le mois de juin 2019, après la nomination des 2 coprésidents et la cooptation des 15 membres de ce groupe de gouvernance. Alors, selon moi, il faut replacer, si on revient sur la genèse de la Convention citoyenne, il faut la replacer dans 2 contextes, dans 2 temporalités qui sont relativement différentes.
La première temporalité, c'est la temporalité immédiate de la crise des Gilets jaunes et de ce qu'elle a exprimé comme demande de démocratie. Et il faut concevoir la Convention citoyenne comme une réponse politique de la part de l'exécutif et en particulier de la part du président de la République à cette demande de démocratie. Et l'autre élément de contexte de court terme, ce sont les mobilisations pour le climat, nombreuses, et dans ces mobilisations, le fait que la question démocratique était centrale, avec une critique très forte de la manière dont les démocraties représentatives en général ne prenaient pas en compte de manière suffisante le changement climatique dans leur politique. Et donc, on a finalement un engagement du président de la République à organiser cette convention citoyenne qui reprend une idée qui avait été portée par un mouvement de la société civile, les Gilets citoyens, qui, dans une tribune de janvier 2019, avait proposé de sortir de la crise des Gilets jaunes par des assemblées citoyennes. Alors, le thème du climat avait été évoqué, mais aussi le thème de la fiscalité et le thème des institutions. Ça, c'est la première temporalité, c'est le premier contexte. Deuxième temporalité, elle est un peu plus longue. En fait, ce dispositif participatif, délibératif, il s'inscrit dans la filiation de tout un ensemble d'expériences qui remonte pour certaines assez loin, relativement significative, d'associations de citoyens au processus de décision sous la forme d'assemblées ou de jurys moins nombreux, tirés au sort, avec un processus d'information de ces citoyens, un processus de délibération débouchant sur des préconisations, des propositions adressées aux commanditaires qui, le plus souvent, est l'autorité politique. Et la Convention citoyenne française, finalement, s'est inspirée de manière assez claire de ce qui s'est joué notamment en Irlande, au travers d'une assemblée citoyenne, de deux assemblées citoyennes en fait, qui ont été articulées à un référendum, à deux référendums, l'un sur le mariage gay et l'autre sur le divorce. Alors, quelques éléments simplement pour ne pas être trop long sur les choix d'organisation qui sont aussi des conditions de réussite et de légitimité de ces dispositifs. J'en vois quatre conditions qui me paraissent avoir été réunies dans la Convention citoyenne, mais qui conditionnaient sa signification politique et son acceptation politique. La première condition, c'est une gouvernance extérieure et, dans la mesure du possible, impartiale. Cette gouvernance extérieure, elle signifie que ce n'est pas le commanditaire qui organise le débat. Là, en l'occurrence, c'est un collectif de 15 personnes qui ne sont pas en lien d'autorité avec le pouvoir exécutif, qui viennent de différents horizons et qui ont été les seuls responsables du design pour ne pas prêter le flanc à un soupçon d'instrumentalisation par le pouvoir. Deuxième condition, une vraie représentativité des citoyens qui participent à l'expérience. 150 citoyens, on ne peut pas parler de représentativité statistique, mais on peut parler d'une représentativité politique satisfaisante dès lors qu'un certain nombre de critères avaient été respectés. Et nous avons beaucoup insisté à plusieurs sur la nécessité d'avoir dans les 150 citoyens les mêmes composantes de la population, notamment au regard du niveau d'éducation, ce qui manque le plus souvent, à la fois dans les enquêtes par sondage et dans les dispositifs de ce type. Troisième condition, des moyens. Des moyens en ingénierie de la démocratie, en animation, des moyens relativement considérables, mais qu'il faut relativiser. Une convention citoyenne, 5 millions d'euros, le budget annuel de l'Assemblée nationale, c'est plus de 500 millions d'euros. Je crois qu'une démocratie vivante peut se permettre d'organiser pour des occasions importantes ce type d'événement. Et puis, dernier élément sur lequel, évidemment, il fallait insister, c'est un engagement sur l'effectivité et le débouché de cette convention. Et c'est en cela, d'un certain point de vue, que c'est relativement inédit à l'échelle internationale. Si on accepte à l'échelle d'un État canadien, de deux États canadiens en 2004, qui s'étaient engagés
à l'avance à organiser un référendum sur la production d'une assemblée citoyenne qui devait changer un mode de scrutin. Là, en l'occurrence, le président de la République ne s'était pas engagé à suivre les citoyens, mais à transmettre sans filtre. Et ce qui crédibilisait, a donné une visibilité, une centralité politique à l'expérience, et ce, à l'échelle nationale, et sur un dossier structurant et ambitieux. Et en fait, c'est cette caractéristique-là qui donne à cette expérience française aujourd'hui une visibilité tout à fait forte dans le monde de ceux qui, comme moi, réfléchissent aux transformations de la démocratie un peu partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Si vous pouvez couper votre micro. Merci. Merci pour cette introduction. Effectivement, Loïc, je vais passer la parole maintenant à Mélanie Cognier, qui est une des citoyennes qui a été tirée au sort pour participer à cette convention. Mélanie, bon, non seulement vous avez participé à la convention, mais aujourd'hui vous êtes aussi coprésidente de l'association Les 150, qui a été créée par les citoyens membres de la Convention pour continuer à suivre la mise en œuvre des propositions que vous avez faites. Et puis, par ailleurs, vous avez été élu aux dernières élections maire de votre village, Sauvigné-sur-Sarthe, dans la Sarthe donc. Et j'imagine que l'expérience de la Convention n'a pas été pour rien dans votre décision de vous présenter aux élections. Mélanie, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience de la Convention telle que vous l'avez vécue et le bilan que vous en faites à ce jour? Alors, je pense qu'on ne va pas forcément voir votre vidéo parce que votre connexion est faible, mais je pense qu'on vous entend bien si vous mettez votre micro. Bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement Mélanie C. On est deux Mélanie à la Convention citoyenne, une plus jeune et une plus vieille. Moi, je suis la plus vieille. Donc, j'ai été tirée au sort. Moi, j'ai reçu un SMS début septembre qui me demandait si je voulais participer. Je ne m'étais inscrite nulle part. Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. L'expérience, moi, je trouve que c'est une expérience incroyable de pouvoir participer au collectif, de travailler tous ensemble, toute cette intelligence collective qui a permis de faire sortir toutes ces propositions qui, a priori, sont impactantes. Nous, au début, on ne pensait pas trop on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on allait produire et encore aujourd'hui, moi, personnellement, il y a des fois, je me dis, mais quand on a sorti les propositions, on ne pensait pas que c'était des propositions aussi importantes. Et manifestement, avec les retours de toute la population, des médias, des pour et des contre, on se dit qu'en fait, on a bien bossé, on a bien fait le job. Vous avez dit en introduction mon expérience de la Convention citoyenne au regard de mon activité de maire aujourd'hui. Je ne me suis pas présentée en tant que maire. C'était un concours de circonstances. La tête de liste s'est désistée une semaine avant l'installation des conseils. Et moi, en fait, mon défaut, c'est de vouloir toujours rendre service. Du coup, j'ai dit, si vous voulez, je suis là et j'ai été élue. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais c'est une expérience incroyable. Je pense que la Convention m'a quand même soutenue dans le sens où je me suis dit, il y a les 150 citoyens de la Convention et je sais que je peux leur demander conseil. C'est une telle variété de profils que, par exemple, il y a un ancien informaticien, il y a un ancien maire, il y a une comptable publique, enfin, donc voilà. Et on est aujourd'hui une famille de 150 citoyens avec des cousins. Il y a les cousins avec qui on s'entend bien, ceux avec qui on s'entend moins bien, comme dans une famille, quoi. Mais c'est une richesse. Cette convention, c'est vraiment une expérience incroyable que je recommande à tout le monde. Et quel regard vous avez, Mélanie, sur la mise en œuvre des propositions que vous avez faites? Alors aujourd'hui, la mise en œuvre des propositions, aujourd'hui, que ce soit dans le plan de relance ou dans le PLF 2021, les mesures qui ont été mises en place, elles viennent des mesures de la Convention citoyenne, mais ce n'est pas les mesures appliquées en totalité. Elles sont amoindries dans 80% des cas. C'est-à-dire que ça n'a pas été appliqué sans filtre et ce n'est pas présenté à l'Assemblée sans filtre. Le premier filtre, ça a été le gouvernement
Et nous, on est un peu déçus parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont vidées de leur impact initial. Voilà, là, on attend avec impatience le projet de loi convention pour voir ce qui a été mis dans ce projet de loi. Mais on est un peu déçus, franchement. Ok, merci beaucoup Mélanie. On vous interrogera à nouveau pendant la suite du débat, mais là je vais passer la parole à Victor Costa, qui est lui aussi qui a lui aussi été membre de la Convention citoyenne et lui aussi très engagé sur les travaux, et qui a lui aussi, je crois, un regard assez désabusé sur les suites de la convention collective, de la convention sur le climat, mais en tout cas qui a, je pense, trouvé que c'était une expérience riche, et qui me disait quand on s'est eu au téléphone que c'était vraiment essentiel à ses yeux de contribuer à sensibiliser davantage le grand public sur ces questions-là. Victor, c'est à vous. Oui, alors bonjour à tout le monde. Moi, contrairement peut-être à d'autres, je m'intéressais déjà au climat au départ. Donc, ça faisait déjà pas mal de temps. Et j'ai vu cette expérience, en fait, plus comme plus une expérience, en fait, de voir comment les gens peuvent interagir, et surtout par rapport à une idée que je m'étais faite de si on remplaçait, par exemple, les sénateurs par des citoyens, ce que ça pouvait donner. Donc, bon, maintenant, avec le recul, je ne sais pas si, en fait, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, c'est mon avis personnel. Concernant les mesures, oui, moi, je suis vraiment déçu. Après, dès le départ, je savais très bien que ça n'allait pas être pris tel quel. Donc, voilà, ce n'est pas trop une surprise ce qui se passe actuellement avec le gouvernement qui démonte toutes nos mesures. Ce que je regrette, c'est que, comment dire, que le gouvernement ne tient pas sa parole, quoi. Enfin, surtout le président. Il est venu nous voir, il nous a parlé, et on y a cru. Moi, j'y ai cru quand même un petit peu. Et puis, je m'aperçois que finalement, voilà, quoi, on n'avance pas. On n'avance pas vraiment. Donc, surtout sur des sujets très importants. Là, on remet les néonicotinoïdes en route, enfin, toutes ces choses-là. Moi, j'étais l'initiateur pour l'article 1er de la Constitution. Je pense qu'il ne verra même pas le jour, puisqu'on n'en parle même plus. On devait avoir un référendum qui ne se fera certainement pas non plus. Donc voilà, je suis hyper déçu. Et autour de moi, comme je communique énormément, je fais des réunions avec des citoyens dans les cafés associatifs. Et je suis obligé de leur rendre compte un peu de ce qui se passe, de ce qu'on fait, de l'avancement. Et je ne sais plus quoi leur dire, quoi. Voilà. Vous pouvez nous rappeler, Victor, ce que vous aviez proposé pour l'article 1 de la Constitution? Alors, c'était d'inclure le climat et l'environnement, la biodiversité dans l'article 1er de la Constitution. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Victor. Alors, je vais passer la parole maintenant à Thierry Pech, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, qui est donc directeur général de Terra Nova, qui a été aussi directeur général d'Alternative économique auparavant, mais qui a surtout, là, dans le débat qui nous intéresse, été coprésident du comité de gouvernance de la Convention. Thierry, quelle est votre expérience à vous de la Convention et comment vous voulez réagir aux propos précédents? Camille, c'est bien la première fois que tu me vous vois quand même. Je fais ça avec tous mes intervenants. Non, c'est très professionnel, bravo, mais moi je vais avoir du mal. Je voudrais, avant d'enchaîner sur ce qui a été dit, prendre une minute pour rendre hommage à Philippe Frémaux, avec qui, tu l'as rappelé Camille, j'ai eu le bonheur de travailler pendant plusieurs années, sans qui on ne se retrouverait pas aujourd'hui. C'était un homme dans toute l'épaisseur d'un homme, comme disait Montaigne,
d'une grande humanité, d'une grande imagination, et que je regrette beaucoup parce que, à vrai dire, si je l'avais pas rencontré, je pense que je me serais jamais autant intéressé aux questions sur le climat. C'est lui qui m'a sensibilisé à ça. Et voilà, je voulais lui rendre un hommage avec l'émotion que vous entendez, parce que c'est quelqu'un que je regrette beaucoup. Alors, la Convention. Je vais repartir de ce qu'a dit Loïc en introduction. Il avait raison de signaler dans la première temporalité les deux contextes qui ont pesé sur la jeunesse de la Convention. D'un côté, le mouvement des Gilets jaunes et ses demandes à la fois sociales et démocratiques, et de l'autre, les mobilisations pour le climat. Mais je voudrais ajouter quelque chose, c'est que à un moment, on a pu craindre que ces deux mobilisations soient antagonistes. Souvenez-vous des slogans la fin du mois contre la fin du monde. Et je crois qu'une des missions politiques profondes de la Convention, c'était de montrer qu'il pouvait ne pas y avoir de contradiction entre des demandes sociales et démocratiques portées par une partie de la population et de l'autre, les mobilisations pour le climat qui ont engagé, qui rassemblaient beaucoup de jeunes en particulier, mais pas seulement des jeunes. Et c'est pour ça que dans le mandat de la Convention, il y a quelques mots qui comptent énormément, qui doivent être rappelés ici. Ce qui a été demandé aux conventionnels, c'est de faire des propositions de nature à réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, mais c'est aussi de le faire dans un esprit de justice sociale. Le mandat qui leur a été donné, le défi qui leur a été proposé et qu'ils ont dû surmonter, que je crois ils ont surmonté, c'était justement de chercher à la fois une très grande ambition, parce que réduire d'autant ces émissions de gaz à effet de serre dans la décennie, c'est pas simple. Ça suppose des transformations de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de production, de nos façons d'appréhender la richesse, mais aussi de le faire, de rechercher cette ambition en recherchant en même temps un consensus, en essayant d'embarquer tout le monde. C'est ça la très grande difficulté de ce sujet. Et ça va rester la très grande difficulté de ce sujet. La transition écologique, elle n'est pas simple, elle n'est pas gratuite. Et tous ceux qui racontent qu'il pourrait y avoir une transition écologique joyeuse, heureuse, facile, à mon avis, sont des marchands d'illusions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble caractériser le travail qu'ont fait les conventionnels, c'est la très forte articulation qu'ils ont construite avec des experts. Des experts, des intervenants extérieurs. Loïc saurait mieux le dire que moi, mais il me semble que c'est une des singularités de la Convention française. Elle a accueilli beaucoup d'experts. Alors, il y a des critiques, naturellement, sur la nature de ces experts, sur l'articulation qu'ils ont eue avec les citoyens, mais je crois qu'on a mis un grand soin à penser les relations avec les experts de façon à ce que les citoyens puissent profiter d'un gros apport d'expertise, mais qu'en même temps, ils ne soient jamais sous l'emprise des experts. Je ne vais pas m'étendre davantage, mais c'est un sujet qui me semble absolument majeur. Troisième point, Mélanie a dit quelque chose de très juste et de très beau. Elle a dit mon défaut à moi, c'est de vouloir toujours rendre service. Et puis elle a ajouté après, on est une famille. Et dans les familles, on s'aime et on s'engueule. C'est ça la vie d'une famille. Je crois que ce qui a été très fort dans cette convention, c'est qu'elle a réuni des gens de bonne volonté, au sens fort du terme, et qui ont cherché le chemin d'une volonté bonne pour le pays. Et une des caractéristiques des gens qui ont été réunis, vous l'avez entendu avec Victor, avec Mélanie, mais vous pourriez l'entendre avec beaucoup d'autres d'entre eux, c'est qu'ils étaient prêts à s'investir, à s'engager, et que les liens qu'ils ont créés ensemble leur ont donné plus de force encore pour le faire. Un des ressorts majeurs de la réussite de cet exercice, c'est la grande fraternité qui s'est développée dans les rangs de la Convention. Et pour moi, ça a été une expérience humaine et politique, les deux, majeure, y compris dans mon parcours et dans ma façon d'appréhender ces exercices. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais juste rappeler en quatrième et dernier point que la Convention n'est pas terminée. Il va y avoir une 8e et dernière session qui aura lieu, on ne sait pas encore quand exactement, parce que ça dépend beaucoup du calendrier du projet de loi que nous ne connaissons pas encore.
mais elle aura lieu, disons, début 2021. Lors de cette session, l'ensemble des citoyens, les 2 qui sont ici, mais leurs 148 autres partenaires, seront invités à exprimer un avis, un jugement sur les réponses du gouvernement. Pour que ce jugement puisse être construit de façon raisonnée, parce qu'il ne s'agit pas de répéter simplement ce qu'on a entendu ici, là, dans les médias, en disant c'est formidable ou au contraire c'est déplorable, etc. Eh bien, il faut l'intégralité des réponses du gouvernement. Il y en a dans le PLF, il y en a dans le plan de relance, il y en a dans des décrets qui ont pu être engagés, mais on attend bien sûr le projet de loi pour pouvoir juger de l'intégralité de ces réponses. Et de façon à ce que chacun puisse, chacun d'eux, mais aussi chacun au-delà, dans le grand public, puisse juger en connaissance de cause, que ce soit avec le repère de la promesse du contrat moral que le président de la République avait passé avec la Convention, ou que ce soit au regard de l'état actuel de la situation et des progrès, plus ou moins grands, plus ou moins marqués, plus ou moins décevants, chacun pourra juger, que la Convention nous aura fait réaliser par rapport à notre situation présente. C'est-à-dire que chacun pourra juger de son utilité. Voilà ce que je voulais dire et bien sûr, la discussion pourra nous permettre, je l'espère, de développer certains aspects. Merci. Merci Thierry. Est-ce que tu peux couper ton micro, Thierry? Merci pour ce tutoiement. J'ose plus te vous voyez du coup. Alors Fanny, bon du coup je vais me permettre de te tutoyer aussi. Donc Fanny, toi tu n'as pas fait partie de la Convention citoyenne sur le climat, mais ton organisation, donc ENERCOP, qui est une SIC bien connue du public, j'imagine, dont tu es secrétaire général, a été une des nombreuses structures qui a été auditionnée par les citoyens lors de leurs travaux. Quel regard tu portes, toi, sur cette convention, sur les propositions qui ont été mises en œuvre, peut-être lesquelles te paraissent les plus intéressantes, et puis sur la mise en œuvre de ces propositions? Oui, merci. Bonjour Camille, bonjour à toutes et tous. Je vais juste commencer une seconde par remercier Thierry Pech pour ses mots sur Philippe Frémaux et pour dire que voilà, je crois que ça nous rappelle à beaucoup d'entre nous à quel point ces journées de l'économie sont particulières et très émouvantes. Donc, je voulais le dire aussi. Ensuite, donc juste pour repréciser, comme tu l'as dit Camille, d'où je parle. Donc moi je suis donc secrétaire générale d'ENERCOP. ENERCOP qui est donc un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif, qui a été créé en 2005 comme le premier fournisseur d'électricité alternatif à EDF, avec l'objectif de promouvoir donc une France basée sur 100% d'énergie renouvelable, et avec une idée centrale au cœur de notre projet, qui était de mettre en fait les citoyens au cœur du débat et des décisions énergétiques, d'où le choix notamment donc, de notre forme coopérative. Et de ce point de vue-là, la démarche de la Convention citoyenne pour le climat ne pouvait que nous parler, au sens positif du terme. Pour nous, c'est un exercice inédit, vraiment très intéressant pour mettre les questions de climat au cœur des débats publics et de la délibération collective, donc vraiment en lien avec notre projet fondateur. Et du coup, voilà, c'était le premier élément que je souhaitais souligner. Le deuxième élément, c'est dire que, donc tu l'as dit Camille, on a été nous auditionnés par la Convention. On fait également partie, donc on est une organisation qu'on pourrait qualifier de la société civile, entre guillemets. On est membre d'un certain nombre d'instances de représentation. Par exemple, on siège au Conseil national de la transition énergétique pour représenter ESS France. Et on a pu entendre dire des fois dans le débat public que la Convention citoyenne, elle prenait la place en fait d'instances démocratiques ou de représentation déjà existante et que c'était un problème. Moi, je voulais dire que de notre point de vue, je ne crois pas du tout que ce soit comme ça qu'il faille prendre les choses, mais qu'au contraire, la démocratie, c'est quelque chose de pluriel et ça doit fonctionner dans la complémentarité entre plusieurs formes de démocratie, avec autour d'instances de représentation, mais aussi de démocratie économique, de démocratie sociale et d'expériences comme celle de la Convention citoyenne sur le climat. Donc, je crois que c'est toute la complémentarité en fait de toutes ces initiatives qui font qu'on peut avoir une démocratie vivante. Et donc, pour moi, il n'y a pas du tout d'enjeu d'opposition, de substitution des uns ou des autres, qui vont voir ça de manière plurielle. Alors, quel bilan nous on en tire ? Je
crois que on reviendra peut-être ensuite dans une deuxième partie sur où on en est aujourd'hui et que sont devenues les propositions. Mais en tout cas, quand on regarde les 150 propositions, nous, on considère que donc cette expérience de la Convention citoyenne a été très positive et que les propositions qui sont sorties ont eu un grand mérite, je crois, c'est d'avoir en fait fait progresser dans le débat public des idées qui parfois pouvaient être considérées comme des idées exclusivement partisanes ou seulement portées par quelques radicaux écologistes. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui faisait référence à ce que René Dumont avait pu porter comme proposition il y a quelques années, donc des propositions qui pouvaient parfois être considérées comme marginalisées ou voilà, portées par des groupes ou des personnes un peu radicales. Et ben, je crois qu'elles ont été légitimées dans le grand public par les travaux de la Convention, en montrant finalement que quand on se rassemble, quand on regarde les problèmes sérieusement et qu'on réfléchit ensemble, eh ben, on arrive collectivement à des choses qui sont un peu comme des évidences et indispensables pour réussir cette transition écologique. Donc, je crois que ça, c'était vraiment très important par rapport à ce qu'a pu produire la Convention. Et puis, l'autre élément aussi, c'est sur ce lien entre transition écologique et justice sociale, où je crois que les propositions de la Convention ont aussi bien montré, même si tout ça est conflictuel et coûteux, et on y reviendra peut-être après, mais qu'on pouvait avoir des propositions pour la transition écologique qui étaient aussi synonymes de mieux vivre et de progrès et d'émancipation pour les citoyens. Je crois que ça aussi, c'est un acquis des propositions, contrairement à la façon dont on a pu un peu les dénaturer autour, par exemple, de ce débat très caricatural là, sur la 5G. Sur lequel on reviendra peut-être aussi dans la deuxième partie. Mais en tout cas, voilà, je crois que les propositions ont bien montré qu'on pouvait allier mieux vivre et transition écologique. Et puis peut-être pour finir, quelques mots sur les mesures qui m'apparaissent comme les plus importantes. J'ai envie de dire que moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a des mesures qui sont structurantes, qui consiste vraiment en des changements de paradigme importants dans des secteurs de politique publique. Je pense à tout ce qui est autour, par exemple, de la sobriété énergétique, qui est pour moi le premier pilier pour réussir la transition énergétique, autour notamment des propositions sur l'obligation de rénovation des logements, des propositions sur la transformation durable de secteurs comme la mobilité, les transports, l'agriculture. Donc, on voit qu'on a là voilà, vraiment des mesures un peu systémiques pour vraiment changer nos politiques économiques et sociales. Et puis, une mesure peut-être plus thématique que je voudrais citer parce qu'elle nous importe beaucoup côté Enercop, c'est en matière d'énergie, la mesure qui vise à favoriser le développement des projets d'énergie citoyenne, c'est-à-dire les projets d'énergie renouvelable portés par les collectivités locales et les citoyens. On reboucle avec notre sujet démocratique, puisque pour réussir la transition énergétique, il faut qu'elle soit démocratique et que ces projets de production d'énergie renouvelable portés par les citoyens sont aussi le meilleur gage d'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable et aussi de s'assurer que les retombées économiques et sociales de ces projets vont bien au territoire et aux citoyens et pas à enrichir des fonds de pension actionnariaux de gens moins bien intentionnés sur la transition énergétique. Donc, voilà, je voulais souligner cette proposition. Et puis, j'aurais d'autres choses à dire sur la mise en œuvre, mais je pense qu'on le fera peut-être plutôt dans le deuxième temps. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Fanélie. Alors, pour engager le débat, je voulais vous poser la question aux uns et aux autres, à la fois de Jean-Michel Lévesque qui nous dit « Macron n'a-t-il pas été pris à son propre jeu ? La Convention citoyenne n'a-t-elle pas validé ce que les écolos ont défendu depuis de nombreuses années ?» René Dumont, par exemple. Fanélie y faisait allusion tout à l'heure. Et puis, une autre question peut-être complémentaire, comme ce que vient de nous dire Fanélie, quelle est, à votre avis, aux uns et aux autres, la mesure ou les mesures emblématiques à retenir ressorties dans les propositions de la Convention? Qui veut intervenir? Peut-être Victor ou Mélanie? Moi, je peux intervenir sur la dernière question, à savoir la mesure la plus impactante. En fait, toutes nos mesures sont interdépendantes. Si on prend une mesure, il en découle les autres. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, limiter l'artificialisation des sols, sans limiter les déplacements, voilà, tout est lié. Alors, nous, il y a une des mesures qui moi personnellement, un truc qui nous a permis, je pense, dès le début, d'agir tous ensemble dans le même sens, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est l'information et la communication.
Donc, je pense que, étant donné qu'on a eu une conférence de Valérie Masson-Delmotte le premier week-end, qui nous a expliqué les impacts qui étaient en cours sur la planète en raison du réchauffement climatique. C'est ce qui nous a fait prendre conscience de l'urgence, je ne sais pas ce que tu en penses, Victor, et qui nous a permis d'avancer et de proposer les mesures qu'on a proposées aujourd'hui. Donc la base de tout, c'est l'information et la communication. Merci. Merci Mélanie. Victor, vous voulez réagir? Oui, j'avais plus de son, donc j'ai pas entendu ce qui s'est dit. Donc par rapport aux mesures, on va dire les mesures les plus fortes qui ont été proposées, moi je pense qu'il y en a deux qui sont très importantes. C'était l'écocide et puis l'article 1er de la Constitution, voilà, parce que ça pose les bases et là-dessus on peut s'appuyer, tout le reste peut s'appuyer, quoi. Donc je pense que pour moi c'est les deux mesures les plus importantes. Vas-y. J'ai un petit problème de connexion. Oui, c'est mon tour, c'est ça? Bon. Non, la mesure emblématique, c'est une question piégée parce que ce qu'a dit Mélanie est important. Il y a une interdépendance des propositions. Si vous prenez les travaux du groupe Se Nourrir, il n'y a pas une mesure spectaculaire. C'est l'addition des différentes mesures qui dessine un système. Et donc, il faut avoir à la fois une appréhension globale et une appréhension analytique des propositions. Alors, il y a tout de même des mesures qui ont un caractère structurant, systémique. Si vous regardez par exemple la rénovation énergétique des bâtiments, c'est évidemment quelque chose qui a un très fort impact potentiel. Donc, plongez-vous dans le rapport de la Convention, lisez-le, peu de gens le font malheureusement, et vous verrez que la diversité des mesures est très grande et que leur interdépendance est très forte, même s'il y a quelques mesures très structurantes. Alors, sur la question, Macron a-t-il été pris à son propre jeu? Je crois qu'il n'y a aucune surprise là-dessus. Lorsque vous prenez une initiative comme celle-là, par définition, vous ne savez pas du tout ce qui en sortira. Et le contrat est un contrat d'aventure aussi, parce que personne ne connaissait les citoyens qui ont été tirés au sort au moment où le projet a été conçu. Donc c'est par définition une assemblée qui a vocation à échapper à ses créateurs. Et en l'occurrence, c'est probablement ce qui s'est passé, et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'il fallait qu'il se passe. Rien n'aurait été pire que le sentiment que finalement cette assemblée était la voix de ses maîtres. Elle n'a pas de maître. Une convention, vous savez, dans notre histoire, c'est une assemblée temporaire, provisoire, sur un sujet déterminé. Vous prenez la Convention de Philadelphie aux États-Unis, vous prenez la Convention sur l'avenir de l'Europe au début des années 2000. Ce sont des rassemblements d'hommes et de femmes qui ont un objectif déterminé dans un temps déterminé. Eh bien, dans ce cadre-là, les conventionnels font ce qui leur semble le plus juste, dans la plus grande liberté. Liberté à l'égard du pouvoir politique, Loïc l'a rappelé. Liberté également à l'égard de la gouvernance de la Convention. Combien de fois, Loïc, Mélanie et Victor m'en seront témoins, combien de fois nous avons fait des propositions qui ne rencontraient pas l'adhésion des conventionnels et donc nous avons dû élaborer d'autres procédures. Cette idée que les citoyens auraient été une cire molle qu'on aurait pu influencer comme ça, je vous assure qu'à plusieurs reprises, on a eu la démonstration contraire. Merci Thierry. Alors, Loïc… Moi, je veux bien intervenir aussi. Tu ne m'as pas donné la parole, oui, Camille. alors, j'allais te donner la parole, mais je voulais aussi compléter par une autre question de Julien Ramirez, qui pourrait s'adresser à toi, mais aux autres aussi. Que souhaitez-vous pour l'avenir de ce type de dispositif? Substitution aux institutions existantes, par exemple Sénat citoyen, relégitimation de celles-ci, généralisation locale, comme en Occitanie, etc.
Bon, d'accord. Je vais répondre aussi à cette question. Pour moi, l'enjeu je pars de la question sur qu'a apporté la Convention en matière de propositions radicales ou courageuses sur l'environnement. Moi, je pense très sincèrement que ce qu'a démontré cette expérience, c'est que, première chose, et ça, on le répète pas suffisamment, après plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires de prévalence d'une idée qui était que les citoyens devaient laisser les experts prendre les décisions à leur place, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment compétents, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment rationnels pour pouvoir s'auto-gouverner. Là, en l'occurrence, on a démontré que c'était possible sur un enjeu particulièrement compliqué, avec une demande qui était très exigeante. Hein, faire ces propositions, c'était un chantier tout à fait considérable. Les citoyens y sont parvenus, évidemment, en ayant l'appui d'un certain nombre d'experts, mais les élus aussi ont l'appui de leurs experts, donc on les a mis dans une position à peu près comparable de consacrer du temps, hein, puisque c'est ce qui manque souvent aux citoyens, et avoir les données, hein, qui leur permettent de juger. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît être un acquis considérable. On ne pourra plus dénoncer la démocratie participative au nom de l'incompétence des citoyens. Deuxième acquis, et c'était un pari, ça aussi, c'est que la plus-value qu'apportent des citoyens dans un processus de décision, c'est qu'ils ne sont sous l'influence de personne en réalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent collectivement essayer de se positionner sur le seul critère de l'intérêt général. Parce qu'ils n'ont pas de lien, parce qu'ils n'ont pas besoin de se faire réélire, parce qu'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils ne sont pas sous l'influence d'un parti, parce qu'ils ne sont pas sous l'influence... Bon. Et ça, c'est une forme de légitimité différente, et je ne tiens pas à ce qu'elle se substitue à la légitimité qui est fondée sur l'élection, ou à la légitimité qui est fondée, et on en parlait tout à l'heure, Fanelli en parlait, sur le fait de représenter un intérêt particulier qui est celle des syndicats et de tous ceux qu'on appelle les corps intermédiaires. Je pense qu'il est impératif désormais que dans nos démocraties, on fasse une place à cette légitimité-là de citoyens qui essayent de construire ensemble l'intérêt général. Et c'est ça, à mon avis, la plus-value de la démocratie délibérative. Et au final, on s'aperçoit que prises tout ensemble, les propositions que les 150 citoyens ont faites vont beaucoup plus loin, sont beaucoup plus courageuses et d'un certain point de vue, indiquent une forme de cohérence qui manque absolument aux politiques qui sont menées par des autorités élues. Et ça, c'est relativement rassurant par rapport à ce que disait Thierry. Ça n'était pas forcément prévisible à l'avance. Hein. On pouvait imaginer que ce serait comme ça. Mais on voit bien comment ils ont essayé de concilier des impératifs de justice sociale avec l'impératif environnemental qui est de faire en sorte que nos sociétés et que notre planète survivent au changement climatique. Et pour moi, ça, ce sont des acquis considérables. Dernier point très technique sur l'institutionnalisation possible. Donc une institutionnalisation en complément. Avec plusieurs collègues, on défend depuis quelques années l'idée d'une assemblée citoyenne en partie ou en totalité fondée sur le tirage au sort, mais on ne défend pas l'idée qu'elles doivent se substituer aux assemblées élues et ni qu'elles doivent elles-mêmes faire la loi, ce que ne faisait pas la Convention citoyenne. Elle n'a pas elle a écrit la loi, mais elle n'a pas adopté la loi. Donc, en fait, cette forme d'institutionnalisation, elle me semble à la fois maintenant une nécessité absolue,
puisque les démocraties représentatives sont dans un état de faiblesse et dans un processus d'effondrement qui menace leur existence même, face à ce que pourraient être des formes de gouvernement plus autoritaires. Donc il y a une nécessité absolue, et en plus, il me semble que si on veut affronter la crise climatique, il est impératif aussi d'avoir recours à toutes les échelles, et je pense aussi à l'échelle globale désormais, à l'échelle européenne, à l'échelle globale, à ce type de démarche. Voilà, j'ai été un peu long, mais voilà, je céderai la parole très volontiers par la suite. Merci beaucoup Loïc d'avoir répondu à plusieurs questions en même temps. Fanelli, est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette question de la démocratie délibérative ou participative, puisque tu disais que c'était au cœur même de votre projet à Enercop? Bah, oui, enfin pas forcément dire beaucoup plus que ce que j'avais dit dans ma première intervention, c'est-à-dire je crois qu'il y a vraiment une complémentarité à rechercher entre les différentes formes de légitimité, comme Loïc le disait à l'instant, et que effectivement, il faut qu'on fasse fonctionner ensemble, voilà, des initiatives comme celle de la convention, avec des choses qui existent déjà au niveau de la représentation des corps intermédiaires, et puis les organisations. Je parlais de démocratie économique tout à l'heure, parce que en l'occurrence, nous, Enercop, on est donc effectivement un réseau de coopératives avec 52 000 sociétaires qui délibèrent ensemble autour d'orientations sur la transition énergétique citoyenne à l'échelle de nos coopératives. Donc, il y a effectivement des formes de complémentarité à chercher entre tout ça, et donc je crois qu'il n'y a pas d'opposition, mais voilà, plutôt du commun et des articulations à créer. Et peut-être que moi je voulais surtout parler après des suites, mais je pense qu'on y reviendra dans un autre temps. Mais il y a peut-être quand même un sujet que je voudrais amener là, c'est que moi, je serais très heureuse. Alors, je sais bien que la Convention citoyenne pour le climat n'a pas pu parler de tous les sujets, qu'elle avait aussi un périmètre de départ qui était bien identifié et que c'était normal. Mais je me dis qu'il y a des sujets dont j'aimerais bien que d'autres initiatives type Convention citoyenne sur le climat s'emparent. Typiquement sur la question du nucléaire, par exemple. Alors, encore une fois, je sais qu'elle n'était pas là dans le périmètre des travaux de cette convention, mais typiquement sur ce sujet-là, qui est quand même essentiel pour notre avenir collectif et sur lequel on a un certain nombre aujourd'hui de choix et de délibérations essentielles qui sont en train d'être prises sans que ça soit véritablement posé, je crois, dans le débat public et discuté avec les citoyens et avec toutes les formes de démocratie. Je trouve qu'il serait intéressant qu'on puisse avoir des expériences de type CCC qui puissent se pencher sur ce type de sujet, parce que voilà, là, il y a un vrai problème à prendre des décisions de type avenir d'EDF ou construction de nouveaux EPR en catimini sans que les citoyens en soient pleinement investis. Et donc, je donne un sujet peut-être pour des travaux futurs du même type que ceux qu'on conduit jusqu'à présent la Convention. Merci Fanelli. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette proposition de Fanelli? Moi, je veux bien réagir. Là, ouais, je veux bien réagir. Sur la question du nucléaire, il y aurait beaucoup à dire parce que finalement, quand on analyse les choses, je m'appuie sur les travaux de Monsieur Jean Covici. Je suis pas sûr qu'on parte dans la bonne direction là avec l'éolien et les panneaux solaires. Là, pour l'instant, le nucléaire, au niveau CO2, on est pas mal, en tout cas en France. Et puis, la pollution que génèrent les éoliennes, le démantèlement aussi, les pales qui sont changées assez souvent, je pense qu'il y aurait eu plutôt de l'argent à flécher dans d'autres directions. Par exemple, faire changer les chaudières, enfin aider à un changement de chaudière, mais pris en charge à 100%. Il y aurait beaucoup plus à gagner au niveau CO2 plutôt que d'investir de l'argent, sachant que les éoliennes ne remplaceront pas
l'énergie tout de suite, quoi. Moi, je veux bien vous Voilà. dire. C'est un. Oui, allez-y Mélanie, mais je suis pas sûre qu'on va s'engager sur un débat sur le nucléaire. Allez-y. Effectivement, le but, c'est pas de faire le débat sur le nucléaire, non nucléaire aujourd'hui. Par contre, moi, effectivement, d'autres conventions citoyennes, moi, je trouve que c'est une excellente idée. On a eu la mesure des 28 heures qui a été retoquée le 21 juin quand on a voté les mesures. Et beaucoup m'ont demandé qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, cette mesure, on n'était pas prêt à l'accepter. Et justement, moi, je dis, il faudrait une convention citoyenne sur le travail. Comme on travaille aujourd'hui, le télétravail, les 28 heures ou les 32 heures, éventuellement intégrer les retraites parce que est-ce qu'on continue à enfin voilà, faut effectivement pourquoi pas une convention citoyenne sur l'énergie parce qu'on nous a aussi beaucoup posé la question pourquoi vous n'avez pas abordé le nucléaire parce que bah voilà objectivement même si effectivement le nucléaire les déchets sont dangereux, le nucléaire n'est pas une énergie qui émet du CO2. Bref, on ne va pas refaire le sujet ici. Mais effectivement, d'autres conventions citoyennes, moi je trouve que c'est une super idée. Et on le porte, on a une mesure au niveau des mesures de la Convention citoyenne qui demande à ce que le CESE devienne le siège de la participation citoyenne et qu'il y ait d'autres conventions. Merci. Thierry Pêche ou Loïc Blondieu, est-ce que vous savez s'il y a des projets d'autres conventions citoyennes en préparation? Moi, je veux bien intervenir là-dessus. Alors, oui, il semblerait que le gouvernement ait mis à son agenda l'idée d'en faire d'autres. Il y a un projet de loi en cours de réforme du CESE, mais tel qu'il a été rédigé jusqu'à présent, il ne me semble pas contenir une proposition ambitieuse d'organisation de conventions citoyennes. En fait, ce serait donner simplement la possibilité au CESE d'avoir recours à des dispositifs citoyens pour élaborer ses propres avis. Ça manque quand même d'impact sur le fonctionnement de nos institutions. Moi, sur le comment, alors il y a à la fois sur le faut-il faire d'autres conventions citoyennes. Alors il est clair que, a priori, le nombre de questions qui pourraient faire l'objet de conventions citoyennes est quasiment, est presque, alors je sais que Thierry ne sera pas d'accord, mais est presque illimité. Moi, je vois bien aussi une convention citoyenne sur la fin de vie, une convention citoyenne sur la condition animale, une convention citoyenne y compris sur la gestion des pandémies à venir, c'est-à-dire, et par exemple, imaginons qu'on ait fait quelque chose de relativement sérieux sur les vaccins à temps, on n'aurait peut-être pas la prévalence aujourd'hui dans notre société d'une défiance à l'égard des vaccins. Et puis il y a le comment. Moi, il me semble qu'il aurait fallu prendre au sérieux, mais ça n'a pas été fait, me semble-t-il, la possibilité institutionnellement, il aurait fallu une réforme constitutionnelle pour le faire, mais la possibilité d'une institution, alors le CESE réformé ou une nouvelle institution, qui puisse organiser régulièrement des conventions de ce type de façon, d'un certain point de vue, à préparer ou éclairer le travail des législateurs en y associant les citoyens. Et la communauté germanophone de Belgique, alors ils sont très peu nombreux, hein, et on en est vraiment à l'étape expérimentale, a adossé à ces assemblées élues classiques, une assemblée de citoyens tirés au sort qui peut actionner régulièrement des dispositifs citoyens tirés au sort sur un certain nombre de sujets. Et il me semble que cette hypothèse-là, elle devrait être creusée, elle mérite d'être creusée, et elle n'est pas suffisamment illustré ou incarné par le projet de loi du CESE qui pour des raisons constitutionnelles que je peux comprendre, pour introduire ce type d'institution, il faudrait une réforme de la Constitution qui est inatteignable dans le contexte politique actuel, mais cette réforme du CESE, elle ne me paraît pas du tout être à la hauteur de ce que ça pourrait devenir. Voilà. Thierry, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, oui, non, je vais ajouter un mot, mais très rapidement. Je ne sais pas à quel désaccord Loïc fait allusion. On peut en avoir. Mais bon, peu importe. Moi, je suis partisan de nouvelles conventions, oui, à des conditions toutefois qu'il faut énoncer. Les conditions je pense qu'il serait temps d'écrire dans la loi les grands principes qui définissent ce que c'est qu'une convention. Parce que
dans une expérience comme celle qu'on a menée, on est dans le cadre d'une innovation, d'une expérimentation. Donc on tâtonne, on invente quelque chose. Mais à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième expérience, il faudra quand même s'assurer qu'il y a un cadre dont pourraient se prévaloir des gens qui contesteraient les procédures. Donc, ça, c'est une première condition. La deuxième condition, qui est, à mon avis, très importante, il faut prendre des sujets qui comptent, des sujets importants. Il y a quand même une tendance, disons, dans les élites politiques, à considérer que c'est très bien ce type d'exercice, mais qu'il faut prendre ça sur des petites questions de société. Voilà, faut pas des sujets trop sérieux. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense qu'il ne faut pas en faire beaucoup et il faut les faire sur des sujets importants. Un troisième mot, une convention sur la vaccination, Loïc, oui, très bien. Il y a déjà eu un exercice, et tu t'en souviens, en 2016, une expérience participative et délibérative conduite par Alain Fischer. Et bon, ça a débouché sur l'obligation vaccinale qui a été mise en place par Buzyn au tout début de la mandature. Mais ça a existé, donc on part pas de zéro. Je veux dire, il y a des choses qui ont déjà été faites. On peut dire qu'elles n'ont pas été faites comme il aurait fallu éventuellement, mais c'est en train de s'installer. C'est ça que je veux dire. C'est en train de s'installer dans nos pratiques, dans les territoires. Au niveau national, la Convention citoyenne est une grande première d'une certaine façon, mais c'est aussi en train de s'installer dans certaines entreprises qui comprennent qu'il faut court-circuiter un peu les hiérarchies, donner la parole aux salariés sur des sujets importants. C'est quoi la raison d'être d'une entreprise, etc. Donc moi, je suis assez confiant, mais pour l'être encore plus, je pense qu'il faut un tout petit peu codifier ce que c'est avant même de se demander dans quelle institution on loge ces exercices. Merci Thierry. Fanelli, tu voulais revenir sur la question des suites de la Convention. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus ? Oui, bah, c'est pour réagir un peu à toutes les questions qui ont été posées sur le fait que aujourd'hui, alors l'association des 150 a fait un site, je crois qu'il s'appelle Sans filtre, c'est ça peut-être que vous allez nous en reparler après, mais où on voit où on en est aujourd'hui de l'état de la mise en œuvre des propositions. Le site est effectivement éloquent, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on est un peu loin du compte sur la mise en œuvre. Alors, même si j'entends qu'il y a un projet de loi à venir, qu'il y a un calendrier, etc., mais on a déjà vu dans les débats parlementaires, au moment du projet de loi de finances notamment, qu'un certain nombre de propositions avaient été un peu dénaturées, si ce n'est remises complètement à l'écart. Et donc, du coup, moi, la réflexion que je voulais amener par rapport à ça, c'est que je crois que créer du commun, en fait, autour de propositions portées par les citoyens ne veut pas dire absence de conflictualité dans la société, a fortiori autour de ces questions de transition écologique. Et une des questions, et je voulais peut-être aussi avoir l'avis des autres participants autour de cette hypothèse, je me faisais la réflexion que peut-être qu'à la différence d'autres expériences de conventions citoyennes dans d'autres pays qui est portée plutôt sur des questions éthiques, est-ce que là, il n'y a pas une spécificité au fait que les travaux de la Convention citoyenne sur le climat allaient sur des propositions qui étaient des propositions économiques et sociales et qui donc allaient s'affronter à des résistances fortes autour de lobbies économiques en particulier. Je crois que c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais cru à la question du sans filtre parce qu'on voit bien que la transition écologique ne sera pas consensuelle au sens où elle va demander à un certain nombre d'acteurs économiques de perdre des positions ou de modifier des positions. Et je crois que c'est aussi ce qu'on a vu là dans le débat sur l'aide aux entreprises, par exemple, la conditionnalité des aides aux entreprises par rapport aux questions environnementales. Donc voilà, donc pour moi, le fait d'avoir une convention citoyenne qui aboutit à des propositions portée en commun par les citoyens n'abolit pas tous les débats et les résistances qui peuvent continuer à exister dans la société et n'abolit pas la nécessité de continuer à mettre en place un rapport de force, une mobilisation de tous et de toutes autour du portage des propositions de la Convention. Elles ont le grand mérite maintenant d'être dans le débat public et d'être mises au pot commun, on va dire, de la société, de la démocratie. Et du coup, je crois qu'il nous appartient à toutes et tous, en tout cas nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans les
les espaces NERCOP où on a la parole autour de ces questions de plaidoyer, de porter les propositions, notamment dans le cadre du projet de loi qui va arriver, pour essayer de continuer à maintenir une forme de pression autour de leur mise en œuvre, parce que pour moi, ce qui est aussi constitutif de ces questions de transition écologique, c'est bien qu'on n'y arrivera pas sans malheureusement aller effectivement vers des débats qui restent conflictuels, parce qu'il y a des intérêts contradictoires autour de tout ça, et je pense que c'est important de le garder en tête. Merci beaucoup Fanny. Mélanie voulait dire un mot du site Sans Filtre notamment. Alors, on ne vous entend pas, vous n'avez pas votre micro, Mélanie. Elle a l'air déconnectée, donc si quelqu'un d'autre veut réagir. Oui, moi je veux bien réagir. Je vais enlever ma casquette de coprésident du comité de gouvernance pour vous dire ce que je pense sur un sujet, puis après je vais la remettre pour vous dire ce que je pense sur un autre, si vous permettez. Donc j'enlève ma casquette. Sur l'intervention de Fanelli, oui, la société est conflictuelle. Elle ne l'est pas seulement en raison de lobbies économiques qui existent, hein, et ils se sont fait entendre ces dernières semaines. Il n'y a aucun doute sur leur existence et sur leur organisation pour défendre leurs intérêts. Mais quand j'entends Fanelli dire il faut faire pression, j'ai l'impression d'entendre le vocabulaire d'un autre lobby. C'est pas une accusation de dire lobby, hein. Défense d'intérêts, défense de points de vue, etc., auprès des pouvoirs publics pour exercer une influence qu'on croit juste. Et par ailleurs, il y a une autre conflictualité qu'il ne faut pas ignorer du tout et que les citoyens, à mon avis, n'ignorent pas du tout parce qu'ils ont été dans la NAS, ils le savent. C'est la conflictualité qui traverse la société elle-même, les ménages. Si vous dites aux gens, on va imposer une obligation de rénovation des bâtiments, très vite, il faut penser aux aides parce que ça ne va pas être simple pour tout le monde. Je vous rappelle qu'à 2 reprises ces dernières années, des mesures de politique publique en faveur du climat, l'écotaxe en 2013, la taxe carbone, enfin les augmentations de la taxe carbone en 2018 ont donné lieu à des réactions très vives dans la société parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'accepter telle et telle contrainte. Donc, on n'est pas du tout au bout du chemin. C'est pour ça qu'il faut trouver à la fois des chemins de consensus et de transformation. Il faut arriver à conjuguer, sinon il n'y aura pas de transition écologique. Il faut arriver à conjuguer l'ambition et l'inclusion. C'est ça qui est très difficile. Et si on ignore cette difficulté et qu'on se contente de dire le problème, c'est des lobbies économiques plus un manque de volonté politique, c'est naïf. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est cette complexité qu'il faut accepter. C'est à ça que servent ces exercices, je crois, en tout cas à mes yeux, de convention, c'est-à-dire à tenir compte de toute cette complexité, à dire voilà, après y avoir réfléchi, voilà le chemin qui nous semble pouvoir embarquer la société. Alors, je remets ma casquette un instant sur le bilan et les suites. Moi, je n'ai pas vocation à donner mon avis, en tout cas, je me l'interdis, je ne suis pas activiste, je ne fais pas des pétitions, à donner mon avis sur les réponses du gouvernement ou sur ce qu'il faut en penser. Les citoyens devront en juger et mon rôle, c'est de leur donner les moyens de le faire dans la plus grande liberté de ton, d'esprit et de jugement. Mais il y a des éléments quand même à rappeler si on veut que le jugement soit éclairé. D'abord, quel était le pacte? Le pacte, c'est la transmission sans filtre, ce n'est pas l'adoption. Il n'a jamais été dit dans ce pacte que le Parlement ne pourrait pas débattre, amender, transformer et adopter autre chose. La Convention n'est pas un outil d'adoption et le Parlement n'est pas un outil d'enregistrement. Ça, c'est très important de le rappeler. Bon. Ensuite, le président de la République avait dit en janvier, je transmettrai sans filtre ce qui sera précis, ce qui sera transcrit. Il y a parmi les 146 propositions restant en débat de la Convention des choses qui ne sont pas précises et transcrites parce que ce sont des recommandations, par exemple en matière européenne, ou par exemple parce que ça n'appelle pas un texte normatif. Donc, prenez soin de regarder précisément le rapport de la Convention, ses propositions, et ne courez pas aux conclusions hâtives. Deuxième point, dire il n'y a rien parce que le mandat n'est pas respecté, ça n'est pas vrai. Il y a quelque chose. On peut dire c'est pas assez. On peut dire c'est scandaleux que ce soit pas assez. On peut dire ce qu'on veut là-dessus. Et moi, encore une fois, je me prononce pas. Mais par exemple, l'interdiction des terrasses chauffées, le malus au poids, certes, en dégradant le seuil qui était souhaité par la Convention. Par exemple, les moyens qui sont mis sur la rénovation, sur le train,
Bon, tout ça existe, voilà, ou va exister. Puis il va y avoir le PLF, on va juger. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit juger à partir d'un constat objectif, factuel, précis. Sinon, on fait ce que font les médias. Je veux dire, on fait des jugements d'opportunité à l'emporte-pièce. Voilà. Moi, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de donner aux citoyens de la Convention les conditions et les éléments d'un jugement libre et informé. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Et c'est ce qu'ils vont devoir faire encore à la 8e et dernière session. Je voulais juste, avant de te passer la parole, Loïc, laisser la parole à Mélanie, parce que je pense que sa question est rétablie. Oui, je vous ai transmis le lien vers le site sans filtre les150.fr. Il faut savoir que effectivement la Convention citoyenne n'est pas terminée parce qu'il y a une session 8 qui sera la réponse à la réponse du président de la République à nos propositions. Mais nous, on s'est monté en association qui s'appelle les 150. Donc il y a la Convention d'un côté, les 150 de l'autre. Mais c'est un peu compliqué parce que les 150, c'est les membres de la Convention. On est 130 adhérents à cette association qui s'appelle les 150. Et on est à peu près une soixantaine d'actifs parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est bénévole, on a nos métiers à côté, nos familles, nos occupations, voilà. Donc on fait au mieux. Et ce site sans filtre est comment dire, approvisionné, j'ai trouvé le mot, approvisionné par les bénévoles de l'ASSO. Voilà. Donc, on fait des recherches sur où en est cette mesure, dans les médias, dans les projets de loi, le plan de relance, le PLF, tout ça. Et on fait au mieux, mais c'est peut-être pas forcément un jour tout le temps. Mais n'hésitez pas à aller dessus, le partager, tout ça. Je fais un petit peu de pub. On est sur Twitter, Facebook, LinkedIn, on est partout. Merci beaucoup Mélanie et bravo. Et effectivement, on peut souligner d'ailleurs que toute l'intervention des citoyens pour la Convention était totalement bénévole et non rémunérée, si je ne me trompe pas. Pas tout à fait. Voilà, ils étaient rémunérés, mais sur la base forfaitaire que touchent les jurés dans les cours d'assises, et donc voilà, on s'est aligné. Et bon, voilà, ça, il était normal que ce soit comme ça. Moi, je voudrais trois petites remarques très rapides. Première, par rapport à ce qui a été dit là sur les effets de la Convention. Bon, ces effets ne se mesurent pas uniquement sur la traduction des propositions en loi. Il faut qu'il y ait, il serait inconcevable qu'il n'y ait pas du tout de traduction des propositions des citoyens, mais à l'inverse, je suis d'accord avec Thierry, il n'y avait pas eu d'engagement il y avait un engagement sur la transmission, mais pas sur la traduction. Et en fait, il faudrait faire un exercice très compliqué qui serait de comparer ce qui va être mis en œuvre dans les domaines travaillés par les conventionnels à la fin du processus par rapport à ce que ce gouvernement, cette majorité parlementaire aurait produit. Or, on ne le sait pas, mais on peut avoir quand même une petite idée. Et moi, j'ai le sentiment que, d'un certain point de vue, les conventionnels ont réussi à un peu forcer la main à une majorité parlementaire qui n'est pas évidemment acquise forcément à l'idée d'une transition écologique forte. Deux petites remarques dans lesquelles j'adresse des questions qui ont été posées sur le chat. La substitution possible d'assemblées citoyennes décisionnaires aux assemblées élues. Alors j'y vois un hommage à la Convention citoyenne, c'est-à-dire si on se pose même cette question, c'est de dire qu'on a été d'un certain point de vue convaincu par la rigueur et la potentialité démocratique d'un exercice de ce type, mais en tant que spécialiste de ces questions, moi je ne vois pas ça comme possible et peut-être même comme désirable, c'est-à-dire possible. La légitimité produite par la Convention, je ne suis pas sûr qu'elle ait été suffisante pour que l'ensemble des citoyens acceptent aussi facilement de ne pas pouvoir avoir une influence sur une loi qui serait fabriquée par des citoyens tirés au sort. Je pense que
serait un peu compliqué à faire admettre, et c'est pour ça que moi je plaide le plus possible, et on est nombreux, à ce que, pour ce que des référendums soient articulés à des assemblées citoyennes de ce type. Là, on est sûr, on peut vérifier l'assentiment des citoyens aux propositions d'assemblées délibératives de ce type. Et puis, la dernière remarque, c'est sur le coût. Là, je voulais y revenir, on nous dit, bon, ça nous fait une nouvelle couche, etc., mais fondamentalement, je suis intimement convaincu qu'il faut investir. Alors, évidemment, si on fait un comparatif de ce que nous coûte la démocratie représentative, de ce que nous coûte, pour l'instant, la démocratie délibérative et participative n'a pas coûté très cher, mais je crois que le retour sur investissement est considérable. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut vraiment penser que les infrastructures du débat démocratique méritent non seulement d'être entretenues, mais d'être développées. Parce que ce qu'a permis de montrer la Convention, c'est qu'on pouvait d'un certain point de vue, concilier, j'y reviens, des impératifs qui apparaissaient absolument contradictoires et qu'on a pu quand même, alors était-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je crois que c'est plutôt une bonne chose, réduire à un niveau raisonnable la conflictualité sur ces questions et à ne pas caricaturer une opposition entre ceux qui veulent tout changer au nom de l'environnement et ceux qui ne veulent rien changer. Pour moi, le rendement de la Convention, de ce point de vue, est considérable. Merci beaucoup Loïc. Alors, il nous reste 4 minutes de débat, donc je vais vous demander à chacun de prendre la parole pendant 30 secondes pour conclure ce débat et sur la thématique que vous souhaitez. Victor, peut-être. Allez-y. Oui, donc moi, après plus d'1 an de travaux à la Convention, et pour y avoir passé beaucoup de temps, j'ai l'intime conviction qu'on ne va pas du tout dans le bon sens et que je pense qu'on ira au clash parce que les intérêts financiers et on ne mesure pas les impacts. On parle du climat, mais il n'y a pas que le climat. Il y a la biodiversité, il y a beaucoup de choses. Et je ne pense pas qu'on ira dans le bon sens. Voilà. On fera des mesurettes, on avance par petits pas, mais pas à la hauteur de ce qu'il faut, en tout cas de ce que les scientifiques voudraient. Voilà. Donc, on bosse, bien sûr, mais je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose de grave pour que peut-être là, on prenne des décisions vraiment strictes. Voilà, c'est mon avis. Okay. Merci beaucoup, Victor. Mélanie, peut-être? Moi, je vais être plus mesurée par rapport à Victor, c'est-à-dire que là, on a rendu notre rapport il y a 6 mois. Je ne pense pas qu'on puisse révolutionner un système en 6 mois. C'est un travail de fourmi qu'on fait tous les jours sur ce projet de loi, les rencontres avec les divers organismes, les députés. On a vu ce que vous avez appelé les lobbies, mais nous, on est devenu un lobby aujourd'hui. Et c'est pas fini. Et comme je disais au début, ce qui est important, c'est l'information et la communication. Moi, je trouve que c'est très important de rencontrer les ministres, les députés, tous ces gens-là, mais aussi de rencontrer la population. Et comme ça a été dit tout à l'heure, une chose qui a été réussie avec la Convention citoyenne, c'est qu'on a descendu le débat sur le climat dans la population et partout. Moi, je sais que je participe des lancements de conventions citoyennes locales. Voilà, moi j'essaie de participer un maximum parce que je pense qu'il est très important d'informer tout le monde, les citoyens, et parce que nous on est des citoyens à la base et on a fini par s'intéresser à la politique grâce à la Convention citoyenne. Et merci pour cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup Mélanie et bravo à vous et à Victor effectivement pour votre participation à la Convention. Très rapidement, alors Fanelli, Loïc, Thierry. Oui, moi j'ai envie de dire que en fait on a une obligation collective de réussir puisque je pense qu'on est tous conscients des urgences et des impératifs climatiques pour notre avenir collectif. Donc voilà, je pense qu'on a bien vu dans le débat qu'on vient de faire là que la Convention citoyenne, elle avait permis vraiment de mettre dans le débat public des propositions qui pour moi sont vraiment essentielles pour faire levier
pour la transition et pour réussir la transformation de notre modèle économique et social. Donc, j'espère qu'on trouvera les voies et les moyens dans toute cette complexité, mais aussi cette conflictualité, d'utiliser au mieux ces propositions et ce travail pour vraiment faire levier et puis s'en sortir tous collectivement, parce que c'est ça l'enjeu majeur. Voilà. Et merci beaucoup pour ce débat. Merci Fanélie. Thierry, Loïc? Oui, un mot. Moi, je pense que le bilan démocratique de la Convention sera inséparable du bilan politique. Le bilan démocratique, je pense qu'il est bon. Le bilan politique, il ne peut pas être fait à ce stade. Mais si jamais trop de gens venaient à dire « ça n'a servi à rien, c'était très bien organisé, mais ça n'a servi à rien », il n'y aurait probablement pas beaucoup de nouvelles conventions. Donc, ce bilan politique, il est très important. Il faut qu'on puisse dire quelle aura été l'utilité collective de la Convention au-delà de la démonstration démocratique qu'elle a réalisée. Qu'est-ce qui aura été fait qui n'aurait pas été fait si elle n'avait pas travaillé? C'est le point que soulignait Loïc et je le rejoins pleinement là-dessus. Moi, je crois que d'ores et déjà, cette utilité est démontrée. Sans doute pas assez aux yeux de beaucoup, et moi je ne donne pas mon avis là-dessus aujourd'hui, je le donnerai si vous m'invitez l'année prochaine, je vous dirai ce que je pense personnellement. Mais objectivement, je pense que ça a déjà été utile, je souhaite que ça le soit plus encore, et qu'on puisse dire à la fin, dans quelques mois, ces 150-là ont beaucoup travaillé, ils n'ont pas travaillé pour rien, parce que sans eux, il y a des choses sur lesquelles on n'aurait pas progressé. Voilà le vœu que je forme. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser à Loïc le mot de la fin. Non? Non, moi j'ai beaucoup parlé et comme je suis un vrai démocrate. Voilà. Bon, c'est très bien parce qu'on a dépassé l'horaire d'une minute. Alors, ça me permet de limiter un peu le dépassement et de vous remercier tous pour votre participation et de vous souhaiter une bonne continuation des JEA puisque les débats reprennent à partir de 14h30. Voilà, bonne journée. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup.